Bolani à tous, chers compatriotes. Voilà, je suis dans la ville de Limoges. Je viens d'arriver. Vous voyez, je séjourne dans cette ville pour quelques temps avant de repartir. Donc voilà, il fait très beau ici, il fait très très chaud dans le sud. Il fait très 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 chaud, très chaud. Bon, je ne vais pas durer, hein. Tout ce que je voulais vous dire, c'était un certain nombre de choses, notamment pourquoi il faut que l'on s'engage en politique pour créer une nouvelle classe de patriotes. Vous comprenez? Je vais vous expliquer pourquoi je pense que les jeunes doivent s'engager en politique. Ceux qui pensent bien entendu qu'ils peuvent apporter quelque chose de mieux, de meilleur que ce qui est offert actuellement. Il faut un renouvellement de la classe politique. Je parle de la classe politique patriote, hein, pas ce que nous voyons là. Je ne vais pas rester longtemps. C'est pour vous donner vous exprimer ma pensée par rapport à la politique. Bon, il faut déjà retenir, mes frères, que quel que soit le combat que nous allons mener pour la libération du Gabon, retenons tous que ce sont les hommes politiques qui viendront gérer notre pays. C'est obligatoirement des hommes politiques qui viendront succéder à ceux qui sont actuellement au pouvoir. Et aujourd'hui, nous n'avons... La question que je me suis posée, que j'aimerais que tout le monde se pose, c'est quelle est la preuve ou la garantie que nous avons qui démontre que ceux qui veulent, au-dessus du doute, hein, quelle est la preuve que nous avons que ceux qui viendront après seront meilleurs que ceux que nous sommes en train d'enlever là? Quelle est la garantie que nous avons que ceux qui vont venir là, ceux qui vont gérer le Gabon dans peu de temps, très très peu de temps, j'insiste dans très peu de temps parce que vous savez qu'une grande majorité de la classe politique, que ce soit celle qui est dans l'opposition, tout comme celle qui est dans la dictature, où la majorité c'est selon, elle est vieillissante. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, la biologie va avoir raison d'eux. La biologie, quand je parle de biologie, ça veut dire que soit ils vont devoir quitter le monde politique parce qu'ils vont mourir, ou bien ils vont quitter le monde politique parce qu'ils seront tellement fatigués. Vous comprenez? Ils seront tellement fatigués. Je vois aujourd'hui des Gabonais qui sont en train d'écrire des RIP quand il s'agit du président Chirac, Jacques Chirac, président français qui vient de décéder aujourd'hui ce matin. Mais je ne les vois pas mettre les RIP quand il s'agit de notre mort qu'on ne veut pas enterrer là. Les Ivoiriens ont enterré leur mort. Même si certains turiféraires ivoiriens ont tenté de le déterrer. Pas ils ont tenté, ils l'ont déterré. Mais je note aussi que les Français, pour eux, ils déclarent, hein, nous sommes toujours dirigés par le cadavre. Bon, c'est un autre débat. Mes frères, j'aimerais que l'on comprenne un certain nombre de choses qui sont aussi importantes. Regardez la classe politique du pouvoir. La dictature que nous combattons s'est régénérée. J'insiste, hein, je parle sur le plan politique, hein, la dictature s'est régénérée. Aujourd'hui, quand vous observez le PDG, le parti de la dictature, vous remarquez de manière tout à fait évidente que le PDG, c'est un groupe de jeunes. Et la majorité des jeunes qui sont à la tête du Parti démocratique gabonais aujourd'hui, qui est transformé en AGEV, avant AGEV qui était le Mogabo,
ce sont pour la plupart des enfants de ceux qui ont dirigé hier. Quand je dis le PDG, je parle du PDG en termes de dictature, c'est-à-dire le parti avec la majorité. Je vais vous citer un certain nombre de noms pour illustrer mes propos, pour mon propos. Regardez Madame Rogombe, qui est décédée, qui était au Sénat, président du Sénat. Rogombe a sa fille qu'on appelle Ber, qui est aujourd'hui au pouvoir. Vous avez Ndao. Ndao à sa fille qui était ministre là, il n'y a pas longtemps. Vous avez Maranga Moussavou à son fils qui est Biendi, qui est au pouvoir. Vous avez Mbumbu Miyaku qui a été ministre de l'Intérieur dans les années 90, qui est aussi son fils. Anissé Mbumbu Miyaku qui est lui aussi ministre de l'Intérieur. Vous avez Assélé, Boniface Assélé, qui a été ministre des Sports, qui est aussi sa fille, Nicole Assélé, qui était ministre des Sports. Vous avez de nombreux hommes politiques. Vous avez Rayandi, qui est encore vivant. Papa Rayandi, qui a son fils Baro Chambrier, qui était au pouvoir. Donc, vous avez certaines familles, et je peux aller beaucoup plus loin. Je peux vous citer des tonnes de Gabonais qui avaient leur papa au pouvoir et les enfants sont venus au pouvoir. Et ces enfants-là, pour la plupart, de manière majoritairement parlant, ont reproduit exactement ce que leurs parents ont fait. Ils n'ont rien fait de nouveau pour le Gabon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à faire quelque chose de différent. Ils n'ont pas appris à aimer le Gabon. C'est pourquoi j'insiste qu'il faut qu'il y ait une nouvelle classe d'hommes politiques jeunes. Ne pas venir là pour leurs propres intérêts, mais les gens qui vont venir pour le général, pour l'intérêt supérieur de la nation, pour la reconstruction de la nation. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre ceux qui sont là, c'est-à-dire les enfants des anciens là, et les jeter. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut enlever les enfants dont les parents avaient géré avant. Je ne suis pas en train de dire ça. Il faudrait qu'il y ait un gros mélange. Parce que ces enfants-là aussi sont gabonais. Je ne les combats pas non plus, ce n'est pas mon objectif. Je dis juste qu'il faut d'autres Gabonais qui pensent différemment. Des Gabonais qui connaissent ce que c'est que d'habiter à Rio. Des Gabonais qui connaissent ce que c'est que d'habiter à Véa. Qui savent ce que c'est que de ne pas avoir de l'eau. Parce que les enfants des grands types là, ils ne connaissent pas ce que c'est que de ne pas avoir de l'eau. D'aller manger à la cafette. Vivre dans des endroits où on peut te braquer, vivre les braquages, vivre les vols, les inondations. Ils ne connaissent pas ça. Donc eux, ils voient le Gabon d'une autre manière. Ils voient le bord de mer, c'est ce qu'ils savent. Quand il leur arrive d'aller de temps en temps dans les Matiti, aller poursuivre une jeune fille qui habite dans ces endroits-là, ils vont en sachant que bon, ici c'est pas chez moi. Mais nous qui avons grandi d'une certaine manière dans les bas-fonds du Gabon, dans le ghetto du Gabon, il faudrait que l'on forme nos représentants à la grande sphère. C'est pourquoi je jette l'anathème d'une certaine manière au peuple gabonais. C'est vous qui contribuez à rendre les enfants de ces gens-là riches, à leur donner du crédit, parce que quand ils vous appellent, quand la petite Elsa Boukandou, pour ne citer que cette jeune fille-là, vous appelle à un meeting, vous n'allez pas. Parce que pour vous, vous dites que c'est une fille de pauvre, c'est une fille qui n'a pas d'argent. Mais quand c'est l'enfant d'un ancien ministre qui va vous appeler, vous irez. Parce que vous vous dites que non, là-bas, on va avoir une bière. Et eux, ils se servent de votre présence. Je sais que vous n'êtes pas idiots. Vous savez que vous n'allez rien avoir avec eux. Mais moi, ce que je vous demande, c'est que si vous pouvez aller au meeting, lorsque vous êtes interpellé à un meeting qui est organisé par l'enfant d'un grand type qui a de l'argent, parce que vous allez avoir de l'argent, même 5 000, ou bien un petit t-shirt, ou bien une boîte de lait, ou bien une bière. Vous le faites parce que vous voulez obtenir quelque chose. Mais allez aussi quand c'est quelqu'un, l'enfant d'un prolétaire qui vous appelle à un meeting. Il faut y aller. Il faut également y aller. Parce que c'est comme ça que vous créez un melting pot à l'intérieur
de la gestion du Gabon. Arrêtons de faire l'apologie des enfants. Arrêtons de faire l'apologie des enfants des gens d'en haut là. Nous devons créer. Il faut que de plus en plus de jeunes, il faut obligatoirement de plus en plus de jeunes s'engagent en politique. C'est important. Il faut que la génération, j'insiste, parce que nous allons enlever ceux qui sont là. Hein. Mais qui viendra? La question qu'il faut se poser, c'est qui prendra le pouvoir? Jean Ping est vieux. Jean Ping, il doit avoir 77 ans, bientôt 78 ans. Il n'est plus là pour longtemps. Qu'on le veuille ou pas, il n'est plus là pour longtemps. Les hommes politiques doivent former une nouvelle génération de jeunes. Moi, quand j'observe les partis de l'opposition ou dits de l'opposition aujourd'hui, combien de jeunes forment-ils? Combien de jeunes mettent-ils en avant? Regardez les partis politiques aujourd'hui de l'opposition. L'Union nationale, les souverainistes, Héritage et Modernité, puisqu'on les appelle encore Héritage et Modernité, et tous les autres partis politiques. Lorsque vous allez à leur meeting, combien de jeunes mettent-ils en avant? Ils mettent combien de jeunes en avant? Ils forment combien de jeunes aujourd'hui? C'est des questions fondamentales, importantes qu'il faut se poser. Combien? C'est important. Moi, j'ai remarqué aux dernières élections législatives, de nombreux partis de l'opposition étaient en train de chercher des représentants à plusieurs endroits. Et des gens qui n'avaient jamais été formés en politique. Seulement parce qu'il fallait envoyer des gens au moins se présenter à certains endroits. Pourquoi il faut former? La politique, ce n'est pas seulement lors des élections, on devient électoraliste. Quand il y a les élections, c'est là où on cherche les gens. Là, en ce moment, il n'y a pas d'élection. Chaque parti politique devrait organiser des ateliers de formation en économie, formation en sciences politiques. On peut former les gens dans le tas. On peut former les gens dans le tas. Il faut former. Il faut former à l'idéologie du parti. C'est important. Il faut former les gens. Comment se comporter, comment affronter un adversaire politique dans un plateau télévisé. C'est important de former les jeunes. Ce sont des choses que les gens ne font pas. Nos papas doivent apprendre à faire ça. C'est important. Il faut former. Il faut que les jeunes s'engagent. Donner l'envie aux jeunes de s'engager en politique. Aider-les financièrement. La politique, on a besoin d'argent pour aller en politique. Accompagnez-les. Ne vous dites pas que oh, ce n'est pas mon enfant, je vais l'accompagner, pourquoi? Non. Ne regardez pas le fait que la politique, ce n'est pas une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire de patrie. Formez les meilleurs dans les partis. Ne formez pas ceux qui sont vos parents, ceux qui sont qui partagent, qui ont le même sang que vous. C'est ça mon propos aujourd'hui. Je veux que l'on ait une nouvelle classe politique. Aujourd'hui, il y a de nombreux Gabonais au sein de la dictature qui sont là. Hein. Qui sont là. C'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs on a un problème dans l'opposition actuellement. Vous allez remarquer que la dictature fourmille de jeunes. C'est-à-dire que la majorité ou le parti au pouvoir fourmille de jeunes. Ce sont les jeunes qui sont là. Or, notre opposition, il y a des gens d'un certain âge qui ne comprennent pas les mécanismes d'aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que l'information aille très 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 vite. La communication va très très vite aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez remarqué que je vous défie, vous tous qui me regardez là, vous n'avez pas remarqué que quand vous allumez la télévision devient comme la radio. Vous allumez la télé, mais vous ne regardez pas la télé, vous êtes sur le portable, vous êtes entre le portable et la télé. Pourquoi? Parce que ça va très vite aujourd'hui. Parce que quand vous le regardez, vous restez 2 heures sans regarder votre téléphone, vous avez l'impression de rater quelque chose. C'est la communication, c'est les hommes Android, ce qu'on appelle la génération Android, la génération Internet. Les gens qui regardent aujourd'hui ce qu'ils veulent regarder. Dans les années 80-90, on nous imposait certaines émissions. Aujourd'hui, tu choisis ce que tu veux regarder. Tu as la télé même, les gens ne regardent même presque plus la télé. Il y a des gens qui ont des téléviseurs dans les chambres qui ne regardent même pas, ils préfèrent tout regarder dans le téléphone ou bien à la tablette.
Dès que le film commence à t'énerver un peu, tu mets pause, tu repars un peu sur Internet pour voir un peu ce qu'il y a, s'il y a une nouvelle. C'est devenu comme ça. C'est ce qu'on appelle la génération Android. La génération qui comprend tout et qui sait tout vite, très vite. Avant que la télé n'en parle, les gens sont déjà au courant. C'est la population qui dit même à la télé que voilà ce qui s'est passé hier. On appelle ça la génération Android. Il faut se lancer en politique. Il faut se former en politique. Il faut être informé en politique. Si nous enlevons ce régime du pouvoir sans remplacer ce régime par des personnes sérieuses, nous n'allons pas nous en sortir. Nous allons enlever une dictature pour remplacer cette dictature par une autre dictature. Parce que ceux qui observent au Gabon actuellement, ce sont les enfants d'anciens barons du pouvoir qui ne savent rien faire d'autre. Ils ne savent pas faire la politique autrement, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas appris à aimer le Gabon. Ils ont appris à utiliser la politique, se servir de la politique pour se faire de l'argent, pour avoir des postes. Vous allez remarquer qu'au Sénégal, par exemple, les hommes riches du Sénégal, quand vous regardez les riches du Sénégal, les hommes riches du Nigeria, vous allez regarder les hommes riches des pays comme le Ghana, vous remarquerez que les riches dans les autres pays ne sortent pas de l'administration. Ce sont des hommes d'affaires, des gens qui se sont lancés dans le commerce. Si vous allez, par exemple, au Bénin ou au Togo, là-bas, les riches, ce sont des gens qui sont sortis des affaires, qui ont fait les affaires. Chez nous, au Gabon, la particularité du Gabon, c'est que les hommes riches du Gabon sortent de l'administration. Ce sont des gens qui sont des fonctionnaires. Lorsque vous voyez un fonctionnaire qui est riche, sachez qu'il a volé l'argent. Un homme qui a été fonctionnaire, qui a travaillé toute sa vie à la fonction publique, qui est milliardaire, a obligatoirement volé l'argent. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Un homme qui était à la fonction publique ne peut pas être multimilliardaire. Ce n'est pas possible. C'est qu'il a volé, c'est qu'il a partagé, il a participé à un pillage, quel que soit l'individu. On devient riche quand on est dans les affaires. On se lance dans les affaires. On dit, ou bien on exerce un métier libéral, comme par exemple l'avocat. Quelqu'un qui est avocat, c'est un métier libéral. Lui, il peut être riche. Quelqu'un qui est peut-être expert comptable, c'est un métier libéral. Lui, il peut être riche parce qu'il vend une certaine expertise. Mais quelqu'un qui est allé à la douane, tu as passé toute ta vie à la douane. Quelqu'un qui était au ministère de l'enseignement supérieur. Quelqu'un qui était magistrat. Tu es magistrat. Tu te retrouves riche comment? Tu es multimilliardaire. C'est que tu as beaucoup volé le pognon. Tu as bâché le fric. Tu as participé à des détournements massifs de pognon. Une personne comme Borancho, comment Borancho va-t-elle justifier sa richesse? Elle a construit une grande école qu'elle a baptisée au nom de son père et sa mère. Borancho a eu l'argent où pour construire cette école-là? C'est pas possible. Donc, il y a des questions comme ça. Il n'y a pas que le cas de Borancho n'est pas isolé. Je peux citer la plupart des gens là qui sont au pouvoir, où vous avez eu votre argent. Beaucoup même sont dans l'opposition. On peut leur poser la question que vous avez eu votre pognon. Ils ne pourront pas, personne ne pourra justifier comment il s'est enrichi sans avoir à se poser la question que, oh, finalement, parce que tu leur demandes quelles sont les banques qui vous aident. C'est facile à trouver. Hein. La maison là, tu as construit ça, la banque qui t'a prêté l'argent, c'est laquelle? Il faut qu'ils justifient. Qui t'a prêté le pognon? Tu as eu le pognon, comment? Ils ne pourront pas. Si vous demandez à Borancho, l'école, son école là, elle a construit ça comment? Le truc de la magistrature où la cour constitutionnelle se trouvait vers à la Sablière, là-bas, Borancho a construit ça avec quel argent? Elle ne peut pas justifier. Parce que c'est du vol de pognon. C'est le vol. Mais bon, c'est le Gabon. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut créer un pays sérieux, un nouveau pays avec une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit, il faudrait qu'on mette aux commandes des personnes exemplaires. Des personnes exemplaires. Et les personnes exemplaires existent.
Sauf qu'il faut les amener à accéder à ces commandes-là, à ces positions. Si on ne le fait pas, c'est notre faute. La faute. Et là, je m'adresse au peuple. Le peuple doit encourager certaines personnes à arriver aux hautes fonctions. Parce que moi, je veux vous dire, nous sommes combattus. Nous qui appartenons à des familles prolétaires, nous sommes combattus par les familles qui étaient au pouvoir hier, par leurs enfants, aussi bien dans l'opposition que dans la majorité ou dans la dictature. Il y a des enfants et les familles, certaines familles qui sont au pouvoir, qui estiment que le Gabon leur appartient. Je vous dis que ces familles-là soient dans l'opposition comme dans la majorité. Elles combattent tout Gabonais qui n'aurait pas de nom, ce qu'on appelle un sans-nom, qui essaye de s'en sortir, est combattu. Sauf quand tu y accèdes, si tu es un prolétaire qui est rentré au PDG, tu as fait les atalaks ou tu as été un turiféraire, là on peut peut-être te donner certaines, on peut dire bon ok, tiens quand même ça, cette fonction. Parce que tu as fait les atalaks ou de ces gens-là, on te donne un peu ici, on te donne un peu là. Bon, dans la sphère, dans le corpus, il y aura peut-être un ou deux qui vont rentrer. Mais majoritairement, c'est les mêmes familles que vous voyez au pouvoir, majoritairement, qui accèdent aux hautes fonctions administratives, qui accèdent aux commandes de l'État. Nous sommes combattus. C'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais, arrêtez de jouer leur jeu. On va te dire que tel a été vu avec la cruche. Mais alors que c'est faux. Pourquoi on nous accuse d'avoir été vu avec la cruche? Parce qu'on veut nous faire descendre. On veut qu'on descende. On veut qu'on dise que ceux-là ne sont pas crédibles. C'est fait exprès. Certaines familles alimentent cela. Il faut qu'on enlève la crédibilité à Nandouan. Il faut qu'on enlève la crédibilité à Laurence Ndong. Il faut qu'on enlève la crédibilité à Stéphane Zeng. Il faut qu'on enlève la crédibilité à certains qui sont là. Parce que les parents ne sont pas en haut. Il faut enlever la crédibilité. Il faut qu'on les fasse descendre. Parce que si nous ne sommes plus crédibles, on va dire, bon, tout le monde est pareil. Ils vont dire, bon, nous, ça veut dire que nous, on peut être devant. C'est ça la difficulté que nous avons. Et le peuple participe de manière indirecte à cet état d'esprit, à ce projet. Le peuple participe de manière indirecte à ce projet. Vous comprenez? Les Gabonais vont dire, si on voit par exemple Laurence Ndong avec la cruche, on va dire, oh, Laurence Ndong est vendue. Mais ils ne pourront pas avoir la maturité de se dire, mais Laurence Ndong a certainement rencontré la cruche pour dire à la cruche que, mais mon gars, ce que tu fous là, tu fous la merde. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Non, parce qu'on a développé la mentalité de la corruption. On pense que tout le monde est corrompu. On veut que tout le monde soit corrompu. Ils sont en train de développer, le pouvoir est en train de vouloir développer dans la mentalité de chaque Gabonais d'accepter le fait que tout le monde est corrompu, personne n'y échappe. Et quand le peuple pense comme ça, alors personne ne peut rencontrer personne. Il crée des barrières. Et les barrières là qu'il crée profitent à qui? Ça profite aux enfants qui sont au pouvoir. Parce que si on fait une barrière, que moi je ne peux pas me retrouver dans la même salle pour dire à quelqu'un, un enfant d'un grand type ou bien quelqu'un qui est mauvais, que toi tu es mauvais, de manière élégante, mais ça fait qu'on ne se rencontre jamais. Mais lui, il est déjà au pouvoir. Si je ne le rencontre jamais, je ne pourrais, puisqu'il n'y a rien pour que je l'enlève et je le chasse du pays. Parce que si vous regardez l'Afrique du Sud, les Sud-Africains se sont battus pendant plus de 50 ans de bagarre. Mais au finish, qu'est-ce qui se passe au final? Au final, ils travaillent ensemble. Vous allez remarquer, vous pouvez partir jusqu'à... je peux vous prendre le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a traversé 11 ans de guerre civile. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des gouvernements d'ouverture d'union nationale. Ouattara a dû faire des gouvernements d'union nationale. Les gens se sont retrouvés. Aujourd'hui, voilà Bédié qui a contribué à envoyer Ouattara à La Haye. Mais Bédié s'est rendu dernièrement à Bruxelles pour aller rencontrer Gbagbo, alors qu'il a contribué à envoyer Gbagbo à La Haye. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'en politique, on est obligé de se retrouver pour travailler. Mais on est obligé de se retrouver pour bavarder. C'est en bavardant qu'on arrive à faire évoluer certaines choses.
Ce n'est pas en restant sans se rencontrer, ce n'est pas en restant sans se voir, sans jamais nous rencontrer que les choses s'améliorent. En politique, on se rencontre. En politique, on se rencontre pour évaluer, pour mettre sur le tapis nos idéologies qui sont différentes. C'est par le biais de la rencontre politique qu'on dit non, moi je pense qu'on doit faire comme ça. Moi je pense qu'on ne doit pas faire comme ça. Vous comprenez? Même si je vais vous prendre un exemple, un cas concret du Gabon. Je vais vous prendre un cas concret du Gabon. Même moi je me suis battu, je n'étais pas pour le dialogue qui a été organisé par les pédégistes en 2016. Moi je n'étais pas pour. Pas en 2016, en 2017, parce que les pédégistes ont organisé un dialogue en 2017, dialogue qui a vu la participation de certains partis de l'opposition, dont le Parti de démocratie nouvelle de Ndemezo. Je vais vous prendre un exemple par rapport à ce dialogue. Mais ce dialogue aujourd'hui a accouché quoi? De manière globale, il n'y a pas eu un avancement majeur, mais on peut quand même noter aujourd'hui qu'il y a eu l'élection à 2 tours. Nous savons que la prochaine élection présidentielle sera à 2 tours. Il y aura un premier tour et un deuxième tour. Ça, c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas grand-chose avec Borancho là où elle est, mais c'est déjà quelque chose. Moi, je n'étais pas d'accord. Si on me demandait de recommencer, j'allais toujours boycotter, dire que moi, je ne pars pas prendre part à ce truc. Mais il y a une partie de l'opposition qui a décidé d'aller prendre part à cette rencontre politique. Bon, ils se sont partagés le pouvoir, ils ont fait comme ils ont fait, ils ont tripatoué la Constitution. Il y a eu des choses bizarres et graves qui se sont faites. La démocratie a reculé par rapport à cette rencontre. Mais la chose que moi je note, c'est que la prochaine élection présidentielle, quelle que soit quand elle aura lieu, qu'elle obéisse au calendrier constitutionnel, c'est-à-dire celui de 2023, ou bien qu'elle soit anticipée, c'est-à-dire avant 2023, la prochaine élection présidentielle sera une élection à 2 tours. Maintenant, il nous revient la responsabilité de faire en sorte que les choses changent. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au fait que je souhaite que de nombreux Gabonais, des jeunes Gabonais, patriotes se lancent en politique. Je le souhaite vivement. Il faut vous lancer en politique, il faut vous former. Parce que tout pays est géré par des hommes politiques. Qu'on le veuille ou pas, les pays sont gérés par des hommes politiques. Ce sont les hommes politiques qui gèrent les pays. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Et je m'arrête par là. Mes frères, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir de je ne sais où pour venir faire partie les bongos Ondimba du pouvoir. Ça n'existe pas. Arrêtez de penser dans vos maisons que quelque chose va se passer, les choses vont s'arranger. Ça n'existe pas. Les seuls qui feront faire évoluer les choses, c'est nous-mêmes. C'est nous qui devrions nous mettre ensemble sur le terrain de la contestation pour faire évoluer les choses. Ce n'est pas en nous battant entre nous, en nous combattant les uns combattre les autres pour un mot, pour une virgule, pour une phrase mal placée, mal interprétée, que les choses vont s'arranger. Pour une rencontre. Non. C'est en nous organisant sérieusement. Vous comprenez? Ne pensez pas que les choses vont... Quelqu'un va venir. Moi, je vous prends, j'ai vu Kelly Ondo. Voilà Kelly qui est arrivé, qui a dit aux Gabonais, sortez de vos maisons. Personne n'est sorti. Vous savez pourquoi personne n'est sorti? Parce que personne n'était prêt. Personne n'était organisé. Même si Jésus-Christ arrive tout de suite, il dit aux Gabonais, sortez. Personne ne sortira. Personne ne sortira. Parce que les Gabonais ne sont pas prêts, ne veulent pas se préparer. Ils ne savent pas se préparer. Ils ne savent pas se préparer et ils ne veulent pas se préparer. Ils ne veulent pas se préparer. Pourquoi? Parce que le Gabon n'existe pas pour eux. Parce que quand quelqu'un rentre dans ta maison, venir menacer ta famille, tu ne vas pas voir le voisin dire, bon, mon frère, comment je fais pour libérer ma famille? Non, tu la libères. L'amour que tu as pour tes parents qui sont enfermés par ceux qui sont venus va faire en sorte que tu trouves la solution pour aller libérer ta famille. Parce que tu aimes ta famille, parce que la maison, là, tu estimes que c'est ta maison. Rien que le fait que tu penses comme ça, ça va te donner la capacité de trouver une solution. C'est comme ça que ça se passe. Tout Gabonais qui va vous dire, ah, mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter quelque chose, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Gabon, qui ne connaît pas que le Gabon, c'est chez lui.
Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui dit que les vrais pays sont gérés par l'économie, les multinationales et non la politique. Ce que tu dis est extrêmement faux, maman. Moi, j'ai vécu en Angleterre 14 ans. J'étais dans la politique. Je suis venu ici en France. Je suis dans la politique. Les pays sont gérés par les politiques. C'est clair. Je vais vous prendre l'exemple. Regardez au FMI. La femme qui est au FMI, là, la garde. Qui a nommé la garde là-bas? Ce sont les politiques. C'est Macron qui l'envoie là-bas. Macron peut l'enlever de là-bas. Ce sont les hommes politiques qui décident. Les économistes sont les techniciens. Les politiques, c'est eux qui gèrent. Les politiques décident qui va contrôler l'économie. C'est l'homme politique qui décide. Vous comprenez? Vous pouvez monter, descendre, ce sont les hommes politiques qui décident. Vous comprenez? Quand tu es président de la République, tu es ministre, c'est toi qui décides. Tu gères les économies. Qui place le ministre de l'économie? Qui décide de qui est ministre de l'économie? C'est un homme politique. Hein? Quand vous allez à l'OPEP, le président de l'OPEP est décidé par qui? Par un homme politique. Vous pouvez monter, descendre. Ce sont les hommes politiques qui décident, qui gèrent. Voilà. L'économie ou bien tout ce que tu dis là, maman. C'est pas vrai, ce que vous dites n'est pas vrai. Ce sont les hommes politiques qui gèrent. Ce sont eux qui décident. Ce que vous dites là n'est même pas un peu vrai. Ce sont les hommes politiques qui décident. Renseignez-vous. L'économie a un pouvoir. Il y a le pouvoir économique, c'est vrai. Les multinationales ont leur mot à dire. Les multinationales donnent des orientations. Ils disent, bon, voilà ce que nous on pense. Le pouvoir des multinationales est souvent suggestif. Le pouvoir des multinationales est suggestif. Or, le pouvoir des hommes politiques est décisionnel. Ils peuvent dire, moi, je ne veux pas. Voilà pourquoi on dit, un président de la République, on appelle son pouvoir le pouvoir exécutif. C'est eux qui disent, on fait. Arrêtez. Si vous pensez que pour que l'économie parle, l'économiste, mais enfin, l'économie, il peut gérer par derrière. Il peut orienter, il peut influencer. C'est ça l'économie, il influence. Mais il ne décide pas. Il peut influencer souvent, des fois. Le politique prend la dernière décision. C'est pourquoi il y a des multinationales qui sont chassées. Ali Bongo, vous n'avez pas vu chasser de grandes firmes comme toutes les entreprises françaises qui sont parties, qu'on a chassées. Là, on les a chassées, non? Ali Bongo les a chassées. On a chassé Veolia dernièrement. Non? Il y a des pays où les grandes multinationales perdent les marchés. On dit, vous partez. Bolloré, il est chassé dans certains pays. Et pourtant, il est dans l'économie. Il fait partie du pouvoir économique puisqu'il crée de l'emploi partout où il va. Il crée de l'emploi, il crée de la valeur ajoutée. Mais Bolloré est chassé dans certains pays. Il est obligé de foutre la merde dans certains pays pour rester là. Créer des guerres, ainsi de suite. Mais le politique a le dernier mot. Le politique peut dire, je ne veux pas. Sankara avait chassé les gens, il n'était pas économiste. Sankara, il avait chassé dès qu'il a accédé au pouvoir. Il a dit, cela, je ne veux plus, cela, je ne veux plus. Parce que c'était un politique. Je peux vous citer le nom de plusieurs présidents africains. Hugo Chavez, il y a plusieurs présidents, dès qu'ils ont accédé au pouvoir, ils ont dit ça, je ne veux plus. C'est des politiques. C'est des politiques. Si tu veux, dans un pays comme le Gabon n'est pas encore arrivé à un niveau où il faut, où l'économie peut décider ou influencer grandement. Je parle de l'économie nationale, pas l'économie internationale qui vient, c'est-à-dire les multinationales. Mais le Gabon est encore dans un pays où il faut être dans la politique pour gérer. Malheureusement, c'est la réalité de notre pays. Nous ne pouvons pas nous comparer encore avec la France, qui a de grandes multinationales comme Renault. Nous ne pouvons pas encore nous comparer aux pays comme la France. Nous sommes le Gabon. Et la réalité dans notre pays nous impose de comprendre que c'est malheureusement encore le politique qui décide. C'est ça. C'est malheureusement le politique encore. Je dis bien malheureusement encore le politique qui décide tout seul. Je dis bien tout seul. Dans tous les pays, le politique décide, mais il ne décide pas seul. Il est influencé par l'écologie, par ceci. Il y a des lobbies. Il y a des lobbies. Il y a d'autres lobbies. Ici, il y a un lobby qui est grandissant en Europe, c'est le lobby écologique.
L'écologie devient un lobby puissant. Vous comprenez? Parce que la planète est menacée, parce qu'il y a le besoin de voir les trucs de renouvellement, machin, beaucoup de choses là. Bon, nous n'en sommes pas encore là dans le pays africain. Nous sommes au Gabon, mettons-nous au niveau du Gabon. Au niveau du Gabon, je vous le dis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rentrer en politique. Pas pour devenir riche, mais pour apporter des changements. Il faut rentrer en politique pour aller à l'Assemblée nationale, voter des lois, se battre. Et le peuple doit nous accompagner, le peuple doit être vigilant pour voir que moi je préfère accompagner lui là. Arrêtons le tribalisme. Le tribalisme nous détruit. Le tribalisme détruit l'Afrique, le tribalisme détruit le Gabon. Arrêtons le tribalisme. Le tribalisme ne nous fait pas du bien. Moi je vous le dis parce que il y a visiblement une génération d'hommes politiques gabonais qui est en train de partir. Il y a une génération qui est en train de s'en aller. Parce que si vous regardez nos papas là, quel âge a Jackie Mille diplômes aujourd'hui? Duntumeman. Quel âge a Jean Ping aujourd'hui? Quel âge a Yerondon aujourd'hui? Quel âge a tous ces gars-là? Ils sont à un certain âge. Moi j'ai vu les Gabonais se plaindre de Ber. Oh, Ber a donné les clés de la ville à Farjon, mes frères. Ber ne devrait même plus nous être notre problème. On s'en fout, le papa Ber, le vieux Ber est vieux. Moi, je ne sais pas ce que Ber fait de différent qui vous étonne. Ber a toujours été... Ber a été Ber, en fait. Ber a toujours été... En fait, le contraire m'aurait impressionné. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes... Je vois des gens tristes. Oh, Ber a fait ceci, Ber a fait cela. Mais Ber appartient à une autre époque. Ber, aujourd'hui, devrait normalement être bon, il a dit le terme sage ou doyen. D'accord. Mais Ber, le pouvoir de Ber aujourd'hui est suggestif. Je ne sais même pas si le vieux Ber il a même WhatsApp. Je l'ai entendu parler de remontada ou je ne sais pas, de santada ou whatever. Mais le vieux Ber ne comprend pas ce que WhatsApp veut dire. Est-ce qu'il a même un compte Facebook? Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes à une époque où on ne devrait plus regarder les papas là. Nous devrions nous concentrer. Moi je suis beaucoup plus concentré sur ce que dit Biendi. Je suis concentré sur ce que dit Farjon. Quand je vois des Gabonais refuser d'écouter Farjon, mais aller écouter ce que dit le vieux Ber, je dis qu'ils sont ils ne sont pas en phase avec la réalité. Parce que Farjon appartient au futur du Gabon. Ça veut dire qu'il décide pour le futur, il est jeune. Il peut encore être là 20 ans. Farjon a 40 ans, 39, 40 ans aujourd'hui. Farjon peut encore être là, il a 39 ans. Il peut encore être là les 20 prochaines années. Farjon Brice. Mais le vieux Ber, je ne sais même pas s'il va encore passer 10 ans. Bon, enfin, je le lui souhaite, mais ça m'étonnerait que le vieux Ber soit encore là pour 10 ans. Donc, ce que le vieux Ber dit ne m'impressionne pas, ne m'intéresse même pas. Je ne dis pas pour lui manquer de respect, mais c'est que le vieux est le vieux, il est vieux. Quand on est vieux, on est sénile, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, ça ne devrait pas intéresser quelqu'un que le vieux Ber ait dit donner une torche. La cruche à Liangassi comprend ce que c'est qu'une torche indigène. Regardez, les gens lui donnent la torche, il prend la torche avec 2 mains. La torche, on la prend avec une main, on la prend avec la main droite. Mais la cruche ne sait pas, Alianga ne sait pas qu'on prend la torche avec la main droite. Et quand on te donne la torche, on ne l'attrape pas comme il a attrapé là. Si vous connaissez la tradition africaine, quand on te donne la torche, la façon dont tu prends la torche, la façon dont on te transmet la torche dans une cérémonie comme celle qu'ils ont essayé de faire là, il y a une manière de prendre la torche, il y a une manière de la brandir une fois qu'on la prend. On lui pose les mains à la tête, il garde les 2 mains à la tête, il les tout. Il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Il n'a pas été formé pour ça, il ne comprend pas ça. Et la spiritualité ne trompe pas, elle sait que lui là, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. On lui donne le chasse-mouche, est-ce qu'il a même compris ce que le chasse-mouche veut dire? Alianga, Farjon ne peut pas comprendre le chasse-mouche. Il sait que le sache-mouche, on dit quoi, le chasse-mouche, hein, voilà, le chasse-mouche représente quoi? Il faut là. Farjon ne comprend pas ce que le chasse-mouche représente. Donc, pourquoi vous vous étonnez, hein? C'est comme si tu donnais de la viande à un éléphant. Même si tu le prends bébé, l'éléphant n'est pas conçu pour consommer de la viande.
Fargeon, la cruche n'est pas conçue pour comprendre la torche indigène. Il ne la comprendra pas. Il n'est pas conçu pour ça. Tout comme un noir n'est pas conçu pour comprendre le goût qu'il y a quand tu vas faire du ski nautique. Vous comprenez combien de noirs qui sont champions de ski. Le noir n'est pas conçu pour être à la neige. C'est pourquoi il y a très peu de noirs dans les pays où il fait extrêmement froid. Très peu de noirs vivent là-bas. Donc, quand vous vous fâchez, oh, je vois les gens m'appeler, mais si tu as vu ce que le vieux Bert a fait, laissez le vieux Bert, il est fatigué. Ne nous concentrons pas sur ce que le vieux Bert dit. Concentrons-nous sur ce que Fargeon raconte partout où il passe. Il faut prendre le courage d'aller lire, d'aller écouter Fargeon. Non pas qu'il soit intéressant, mais parce que les paroles qu'il sort, on peut les exploiter. Quand Fargeon nous dit par exemple que Ali Bongo n'est pas malade, qu'il a eu un accident vasculaire cérébral. Bon. Est-ce que donc l'AVC, ce n'est pas une maladie pour lui? Voilà l'homme à qui certains turiféraires du PDG veulent confier le pays, qui ne sait pas qu'un accident vasculaire cérébral est une maladie. Ça fait partie même des maladies les plus dangereuses. Parce que souvent, on sort de là légumes. Bon, voilà le gars à qui on veut donner, quelqu'un à qui on veut, celui à qui vous voulez donner le pouvoir. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'un AVC, c'est une maladie. Il a peut-être cru que comme il y a accident, ça c'est comme accident de circulation. Voilà quelqu'un qui dit que Ali Bongo n'est pas malade, il est convalescent et il a même dit quoi? Qu'Ali Bongo n'a plus la canne, il ne se balade plus avec la canne, il a laissé la canne. Mais on voit que voilà leur type à la canne. Bon, voilà quelqu'un qui veut nous faire croire que c'est Ali Bongo qu'on a vu là au truc de la magistrature. Mais la question que j'ai envie de poser à tous les PDG, c'est que si Ali Bongo peut venir de Londres pour venir présider à l'entrée de la magistrature, mais pourquoi n'est-il pas allé à New York? Pourquoi Ali Bongo n'est pas allé à New York? Pourquoi à New York, il a été remplacé par Billy Beans? Si Ali Bongo est capable de faire prêter de serment au magistrat, mais c'est une cérémonie qui est difficile. Il a pris la parole. Mais pourquoi n'est-il donc pas allé à New York pour représenter le Gabon au sommet des Nations Unies? Pourquoi n'est-il pas allé là-bas? Donc ça veut dire qu'on est en train de nous tourner en bourrique. Et nous devrions nous poser des questions sérieuses. Ce n'est pas les fausses questions que les gens se posent là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut embêter, on peut m'amener, on peut m'emberlificoter. Non. Donc, moi, je vous le dis sérieusement. Si Ali Bongo est si en bonne santé que ça, qu'il peut présider à tout ce qu'il est venu faire là, mais il devrait se trouver à New York aujourd'hui. C'est à New York qu'on l'attend. C'est à New York. Pourquoi n'est-il pas allé à New York? Il peut aller à New York. Hein? Il peut aller à New York. Pourquoi à New York, là-bas, il ne part pas? Pourquoi c'est seulement au Gabon qu'on nous l'impose? Qu'il a représenté le Gabon un peu à New York. On va voir ce que ça va donner. C'est là-bas qu'on devrait le voir. Donc, vous nous imposez un sosie qui vient de je ne sais pas où. Quelqu'un qu'on ne sait même pas où il vient, qui est maigre, il est gros, il est court, il est grand de taille, il a la canne, il n'a pas la canne, il est sur fauteuil roulant. Nous sommes fatigués de tout ce cinéma-là. Ça devient un film. Je sais qu'Ali était nigérien à l'époque. Bon, ou bien c'est après sa mort que vous voulez tourner un film de Nollywood. Nous, on estime qu'il faut passer à autre chose. Nous allons de manière inévitable passer à autre chose. Si bien entendu, les Gabonais sont sérieux dans le combat et s'ils veulent que les choses changent. Si nous ne faisons pas en sorte que les choses changent, les choses vont encore rester comme ça. C'est à nous de nous mobiliser pour que les choses changent. C'est tout. Nous n'allons rien obtenir de Fargeon. Fargeon ne nous apportera rien. Moi, je vous le dis clairement. Fargeon, c'est certainement un bandit qui est là, qui fait un désordre terrible. Il nous revient le devoir de faire autre chose, de passer à autre chose. C'est le devoir, c'est un devoir envers la patrie, une haute responsabilité. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, mes chers frères. Je continue ma mission, je suis à Limoges. Je dis bonjour aux Gabonais de Limoges. Que Dieu vous protège. Nous sommes ensemble. Bye bye.